Bien, je vous propose qu'on commence. Merci à toutes et à tous de venir parmi nous cet après-midi pour vous dévoiler les résultats de cette magnifique étude que Silver Valley a menée et qu'on est ravis de partager avec vous. Merci aux personnes qui m'accompagnent aujourd'hui pour commenter et pouvoir débattre sur ces résultats de l'étude La France des seniors 2022-2027. Donc, j'ai à mes côtés Christiane Flouquet, donc, qui est directrice du développement de l'action sociale de la CNAV Île-de-France. Merci Christiane. Monsieur Tristan Hauck, qui est directeur des partenariats des activités sociales d'AG2R La Mondiale, et puis Titouan, qui est responsable innovation, Titouan Levard, et expertise chez Silver Valley. Et donc moi-même, je suis donc Damien Cacaré, président de Silver Valley, depuis peu, parce que le conseil d'administration m'a élu il y a quelques mois, 2 mois à peine. Déjà 2 mois ? Ouais, c'est ça. Donc voilà, les choses se mettent en place et je suis ravi de partager cette étude avec vous. Peut-être un mot sur Silver Valley. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent Silver Valley, mais nous sommes donc le premier pôle d'innovation et de l'entrepreneuriat dédié à la longévité en France et maintenant en Europe. Donc ce pôle fédère aujourd'hui plus de 300 organisations. Donc nous avons tout type d'adhérents qui vont d'entrepreneurs, petits porteurs de projets qui deviendront, on en est certain, des grandes entreprises. On a aussi des grandes entreprises, des ETI, des grands groupes qui sont au sein de Silver Valley, qui font la richesse de cet écosystème qui est véritablement unique en Europe et qui est une organisation tournée vers la vigie proactive nous sommes un véritable observatoire sur le vieillissement et donc on accompagne nos adhérents à mieux comprendre l'écosystème dans lequel se trouvent les seniors, donc cette silver economy. Donc voilà, on est là pour apporter des services, un accompagnement de manière très concrète pour réussir, pour se connecter avec le monde de la silver economy au sein de Silver Valley. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je demanderai à peut-être vous trois de vous présenter et puis surtout de nous dire pourquoi est-ce que vous avez soutenu déjà cette étude, AG2R et la CNAV Île-de-France, et puis peut-être en un mot aussi ce que finalement vous faites et vos organisations font au sein de Silver Valley toute l'année pour accompagner nos différents événements, mouvements qu'on organise tout au long de l'année. Peut-être Christiane. C'est bon, vous m'entendez ? Oui. Oui, donc je suis directeur du développement de l'action sociale de la CNAV Île-de-France. Je suis aussi administrateur du PRIF, donc il y a un groupement de coopération interrégime en Île-de-France. Et alors pourquoi on est là et pourquoi on soutient Silver Valley, pour faire court dans la demande, on est là parce que l'assurance retraite accompagne les salariés tout au long de leur carrière, mais aussi les retraités dès le passage à la retraite et pour le plus longtemps possible en bonne santé. Et l'objectif pour nous, c'est bien de diversifier des offres de services autour du champ de la prévention. Et très clairement, parce que nous représentons donc les retraités, nous devons mieux les connaître. Et d'où le baromètre, et puis également ensuite adapter les offres de services que nous pouvons leur apporter de la manière la plus précise. On a des offres de services très, très diverses. On a bien sûr un accompagnement des retraités les plus fragiles, qui sont encore autonomes, qui sont au domicile, mais qui sont déjà fragiles, pour lesquels des dispositifs de solvabilisation d'aide à domicile, mais aussi, comme ça a pu être évoqué ce matin dans le cadre de la conférence inaugurale, une offre de service aussi du repérage des aidants familiaux. Donc on est dans cet accompagnement des plus fragiles, mais surtout, on a une mission de prévention primaire et secondaire avec l'objectif de faire émerger
d'abord de communiquer sur la prévention, mais aussi de faire émerger le plus possible des solutions innovantes qui répondront à ces besoins. Et donc là, Silver Valley est un des acteurs incontournables pour nous dans cette connaissance des offres de services et d'aide à la maturité des projets qui peuvent être identifiés, notamment à l'occasion d'appels à projets. Et là, je fais un peu un teasing. Rendez-vous demain à la conférence sur l'innovation où on parlera aussi de ça. Voilà. Donc, Silver Valley est un acteur et partenaire incontournable pour l'assurance retraite. Merci, Christiane. Ça marche tout ça? Parfait, ça marche. C'est magique. Donc, Tristan Hawk, j'ai la chance d'être en retraite complémentaire. Donc, du coup, quand j'interviens après Christiane, à chaque fois, il y a une grosse partie des éléments qui ont déjà été évoqués. Directeur des partenariats, ça veut dire quoi? À l'origine, on distribue plutôt des aides individuelles où on accompagne les personnes en cas de problèmes dans la vie liés à leur bien vieillir, dépendance, etc. Mais on s'est rendu compte très tôt quand même qu'il était important de faire plutôt de la prévention et de s'adresser à tout le monde parmi nos bénéficiaires, plutôt les seniors. Alors ça commence relativement tôt, puisque ça peut commencer à partir de 45 ans en entreprise. Et donc de soutenir des initiatives du monde de l'ESS. Et comme il y a plein d'innovations, plein d'idées, d'ailleurs on en voit beaucoup sur le salon, on s'est dit mais comment on fait pour choisir dans la palette de ce qui est inventé par des esprits souvent brillants d'ailleurs, et humains, pour que ça réponde vraiment aux attentes, aux envies, aux besoins actuels, mais demain aussi, puisqu'on voit qu'avec la transition démographique, il y a des choses qu'on n'a pas encore bien anticipées. Et donc, du coup, c'est vrai que participer aux activités de Silver Valley, pour nous, ça nous donne aussi cette connaissance, ce regard des réalités des seniors. Alors nous, c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup aux seniors qui nous appellent, donc souvent en situation de fragilité, vulnérabilité temporaire, mais il faut aussi qu'on regarde tout ce qui est caractéristique des seniors au sens large. Et avec le vieillissement de la population, c'est aussi important avec Silver Valley de se dire que ce n'est pas forcément une catégorie homogène. Et sans dévoiler les résultats de l'étude, c'est aussi pour ça qu'on a voulu soutenir cette étude en particulier pour bien comprendre ceux vers lesquels on devait mener des actions en priorité et puis ceux sur lesquels on pouvait compter aussi pour nous aider tous à mieux vieillir dans la société actuelle. Merci Tristan. Merci Tristan. Merci. Je vais faire très vite. Du coup, Titon Levard, ça marche pas, non? Si, ça marche. J'entends pas le retour. Du coup, j'ai eu la chance de travailler notamment sur la constitution et on va dire l'ingénierie de cette étude. Donc, on est ravis de vous présenter aujourd'hui les résultats. Damien a tout dit. Donc, passons aux chiffres. Merci beaucoup. Alors c'est vrai, voilà, Silver Valley a des partenaires clés. La CNAV et AG2R, et merci de votre présence, font partie de ces partenaires qui sont très investis auprès de Silver Valley pour faire avancer et pour être toujours avant-gardiste sur cette société du vieillissement. Avant de rentrer dans le détail de l'étude, peut-être quelques éléments de contexte finalement sur cette population qui vieillit, ce vieillissement de la population, et qui sont ces nouveaux vieux, parce que c'est comme ça qu'on les présente dans cette étude, mais c'est comme ça qu'ils se définissent eux-mêmes, et ça c'est très important de le souligner. Voilà, il n'y a pas d'agisme du tout lorsqu'on dit ça. Au contraire, c'est eux-mêmes qui se disent être les nouveaux vieux de la société, donc ces piliers de cette société du vieillissement. Donc ce sont des seniors qui sont proactifs sur leur vieillissement, leur bien vieillir. C'est une notion qui est extrêmement importante. Hein. La plupart d'entre eux savent ce que c'est que le vieillissement, et certains d'entre eux disent « nous, boomers, on sait du vieillissement ». Pourquoi? Parce que dans la plupart du temps, ce sont des personnes qui ont été aidants, dans une situation d'aidance, et donc ils ont été confrontés, avant eux-mêmes d'être finalement touchés par le vieillissement, la perte d'autonomie, la dépendance. Eh bien, ils savent quelque part ce qui va leur arriver, et donc c'est dans ce sens-là qu'on souligne le fait qu'ils sont très proactifs. Ce sont des seniors qui sont très à l'aise, évidemment, avec le numérique. Ils ont une véritable expertise qu'ils ont pu acquérir d'ailleurs dans leur vie professionnelle. C'est pas parce qu'on part à la retraite qu'on n'embarque pas ce savoir avec soi. Donc ça, c'est aussi intéressant de le souligner. Et puis, ce sont
des seniors qui souhaitent s'engager. On va le voir au travers de l'étude, mais qui s'engagent véritablement au-delà des acquis de leur retraite, de leur santé, ou peut-être même parfois de leur perte d'autonomie. Ils s'intéressent vraiment au collectif, à l'impact qu'ils peuvent avoir encore dans la société en tant que seniors actifs, intéressés véritablement à être aussi dans la transmission. Donc, ils ont des implications qui sont très fortes dans la famille, dans le quartier, la société finalement tout entière, on va le voir, est concernée. Voilà, un mot aussi pour dire que ces seniors, et l'étude le dévoile, je vais arrêter de faire du teasing, mais ils ont une générosité qui est vraiment immense à l'égard de leurs proches, de leur famille. Ça, c'est un enseignement très fort. Cette génération, ces nouveaux vieux sont extrêmement généreux et ça en fait un amortisseur social qui est considérable. Et un des objectifs de l'étude, je dis bien un des objectifs, mais c'est aussi d'interpeller les pouvoirs publics là-dessus pour préserver finalement ce rôle qu'ils ont, parce que l'étude montre que les seniors injectent plus de 7 milliards par an dans l'économie de manière informelle en aidant la famille, leur famille. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est, que l'on souhaite, évidemment, sur lequel on souhaite attirer l'attention des pouvoirs publics, surtout dans un contexte qui est un petit peu fragile aujourd'hui, avec une inflation très forte, où on parle du pouvoir d'achat de plus en plus, évidemment. Et donc, si on vient perturber cet équilibre, ça peut venir aussi fracturer la société dans laquelle on vit. Voilà pour contextualiser sur ces seniors et qu'on a donc interrogé. On va rentrer et on va voir finalement quels sont les résultats de cette recherche, parce que cette étude, et on va le voir, ce n'est pas seulement une enquête, des questions qui ont été posées comme ça sur un papier qu'on a posé à des seniors. C'est un vrai travail de recherche et de prospective que Silver Valley a mené pendant des mois pour arriver à ces résultats. Donc, on va voir pourquoi est-ce qu'ils sont devenus indispensables finalement à la société, d'où viennent cette force, cet empowerment qu'ils ont finalement et ce qu'ils sont capables de donner, comment ils se nourrissent, et puis quels sont aussi, c'est des enseignements de l'étude, les signaux faibles ou les axes de travaux, d'amélioration sur lesquels on peut continuer et on doit entreprendre, créer, innover pour mieux servir, mieux accompagner ces seniors. Alors, peut-être si on peut revenir en quelques mots sur la méthodologie. Voilà, donc je ne sais pas si on voit rien. Mais donc on va vous décrire tout ça. Non, juste là pour vous dire qu'effectivement l'étude, c'est pas comme je vous le disais, quelques questions qui ont été posées comme ça. C'est plus de 200 heures de travail avec notamment les bénévoles de Silver Valley, parce que j'ai oublié de vous dire quand même, un pilier très fort de Silver Valley. On a autour de Silver Valley la chance d'avoir une communauté de seniors qui sont très divers et variés de par leur âge, de par leur implication, leur niveau social. On a plus de 9000 bénévoles, donc qui représentent bien la société dont on parle, qui interagissent avec l'ensemble des adhérents, des gens qui gravitent autour de Silver Valley. Et donc, ces seniors, on les a interrogés, on les a fait travailler, si je puis m'exprimer comme ça, pour avoir le meilleur, finalement, les meilleures questions à leur poser, savoir quelles sont les problématiques sur lesquelles ils veulent travailler, ils voudraient s'exprimer. Donc voilà, on a travaillé là-dessus, et vous voyez que c'est une construction de plus de 10 ans, finalement, de recherche, de prospective, qui nous a amené à mener cette étude, ce baromètre sur la France des seniors. Je vais laisser la parole à Titouan pour peut-être vous dire un mot supplémentaire sur la méthodo. Non, 30 secondes en effet. On a voulu construire un échantillon représentatif des plus de 55 ans en France. Alors, représentatif, ça veut dire quoi ? Ils sont équilibrés en termes de région, de population, enfin de classe sociale, d'âge, de type de logement.
et hommes-femmes. Donc voilà un tout petit mot, c'est un panel qui a été construit, ça va avoir son importance pour la suite, qui a été un panel construit par un cabinet d'études, et surtout on a interrogé les personnes aussi par téléphone. Le fait qu'on n'interroge que sur Internet ces personnes-là, ça fait qu'on biaise un peu des résultats d'études, notamment sur la connectivité au numérique. Donc on a voulu s'affranchir de ce biais en interrogeant un panel téléphonique, ce qui est quand même assez rare dans les études qu'on voit, même dans les sondages d'opinion un peu partout, quoi. Donc voilà, on peut dire qu'on a des résultats qui sont robustes dans cette étude. Alors, si on rentre un peu dans le vif du sujet, l'étude montre clairement que les seniors sont devenus des piliers de notre société. Ils sont indispensables finalement à la société à laquelle ils appartiennent, mais plus globalement à la société en général, pas uniquement par le prisme de la société du vieillissement. Et le grand gagnant de finalement de cet engagement des seniors, eh bien, c'est la famille. 2 seniors sur 3, pour les seniors, 2 seniors sur 3, la famille passe avant tout. Et c'est voilà, un enseignement qui est extrêmement intéressant à creuser, parce que évidemment il y a la veille, le soin auprès des parents, mais il y a aussi d'autres éléments qui sont la transmission des savoirs, donc les histoires de vie, les conseils, l'accompagnement, la place que le senior prend dans la famille est de plus en plus important. C'est ce que montre l'étude. Leur investissement, il est immense en temps, en énergie passée aussi au sein de la famille, et c'est de cela qu'on voit qu'effectivement c'est la famille qui sort gagnant finalement de cet engagement des seniors. Et puis, je vous le disais, mais j'y reviendrai, il y a quand même 1 senior sur 2 qui aide financièrement ses descendants. Donc ça, c'est quelque chose de très fort par rapport au poids que ça représente. Peut-être, Titouan, un mot sur cet engagement, au-delà de l'engagement financier. Comment est-ce que finalement l'étude... Non, ce qui était important de montrer, ce qu'on a voulu montrer à travers l'étude, et particulièrement sur la famille, c'est que là, c'est d'une part une motivation un peu morale de s'occuper finalement de ses descendants, mais c'est aussi un synonyme d'épanouissement. C'est pas forcément une contrainte de s'occuper de sa famille. Et on peut se grandir. C'est un vecteur d'accomplissement aussi, et c'est ça qu'on a voulu véritablement chiffrer et quantifier. Et d'ailleurs, l'assurance retraite soutient des projets aussi de transmission. Je sais pas si Christiane voulait dire un petit mot sur ces projets-là. Oui, bien sûr. On a la notion d'intergénérationnel au sens large, parce que finalement, on part de la famille. Mais on sait qu'il y a aussi beaucoup de retraités isolés. Donc, ce qui est important, c'est de voir la puissance de l'intergénérationnel qui peut se traduire par plusieurs actions. Alors, si on parle de famille, il y a des actions autour de la grand-parentalité. Ça, on pourrait en parler avec les centres sociaux, notamment. Mais c'est vrai qu'on a pu aussi identifier, dans le cadre de nos appels à projets, dans les accompagnements qui ont été faits ensuite, des projets sur l'envie de transmettre des anciens vers les nouveaux. Alors, on peut citer des projets, c'est ça ? Bien sûr, allons-y. Ouais. Puisqu'on parle de cette transmission, je vais parler d'Entouréo quand même, qui a permis effectivement à cette transmission-là. Mais on est aussi dans un des derniers projets qu'on a soutenu, c'est Edukawa, qui permet à des grands-parents d'aider leurs petits-enfants à faire leurs devoirs. Voilà. Et pourquoi ces projets sont intéressants ? Parce qu'ils répondent à un besoin. Donc c'est le lien, on sent que sur ce besoin qui a été identifié et qui est creusé, qui est approfondi pour que la réponse apportée soit la bonne. Donc, voilà des exemples, j'en ai peut-être oublié que je devrais citer, mais... Cockpit ou télescope, mais c'est un peu différent. Oui, on est sur l'engagement professionnel, l'engagement à la retraite, c'est autre chose. C'est après. Oui.
Très bien, merci Christiane. Peut-être revenir un instant sur cette donnée que je vous ai lâchée en introduction, ces fameux 7 milliards. On ne parle pas de quelques centaines de milliers d'euros ou centaines de millions d'euros, on parle de plusieurs milliards. Et donc, voilà, pour revenir sur cette générosité immense à l'égard de leurs proches et bien montrer au travers de ce chiffre que, effectivement, les seniors ont ce rôle d'amortisseur social et qu'on souhaite impérativement, comme je vous le disais, préserver. Alors, comment est-ce qu'on a construit ces 7 milliards Très simplement, les seniors interrogés nous disent qu'ils versent pour 14% d'entre eux de manière régulière 200 € par mois en moyenne, qu'ils injectent ça, entre guillemets, au sein de la famille. Donc c'est un accompagnement financier qui est relativement important. Ce chiffre est assez conservateur finalement parce qu'il ne prend pas en compte tout ce qui va être donné, mais de manière non régulière. Donc on n'a pas à garder ces éléments-là. Donc on pourrait penser qu'il est même plus important que ça. Donc quand on fait 14% des 22-23 millions de personnes de 55 ans et plus, et bien, c'est comme ça qu'on arrive à ce chiffre. Donc ce montant est injecté au profit des familles. C'est vraiment une aide gratuite, sans contrepartie finalement fiscale, et qui est une réintégration dans le patrimoine familial. Donc voilà pour cet engagement et effectivement cette grande gagnante de la famille avec cette générosité, j'insiste, mais qui est très forte des seniors auprès de la famille. Il y a d'autres engagements de ces seniors, de ces nouveaux vieux, peut-être Titouan sur la vie citoyenne. Alors oui, comme on l'a dit, on a voulu montrer qu'ils avaient une place, une valeur ajoutée très forte. Alors pour la plupart, évidemment, ces chiffres, on peut effectivement les relativiser et dire qu'il y a encore une partie de la population qui n'est pas encore dans cette démarche de vie de patrimoine, enfin de vie de proximité, intégrée socialement et qui a un impact bénéfique pour son quartier, son territoire, sa ville et la société tout entière. Mais là, vous avez deux chiffres qui sont quand même super importants. C'est le premier, l'achat de produits locaux. Il y en a 1 sur 2 qui achètent des produits locaux chaque semaine. Le deuxième, il est super important et moi je l'adore, mais là c'est vraiment mon chiffre de l'étude. C'est qui 1 sur 5 rend service à un voisin au moins une fois par semaine. Une personne sur 5 de seniors, je ne sais pas qui parmi nous aide au moins une fois par semaine un voisin. Et ça, c'est pour dire que c'est du service gratuit, c'est de l'engagement vraiment sans contrepartie, sans motivation pécuniaire. C'est vraiment le sens du collectif qu'ils peuvent avoir. Et ce chiffre-là, il est impressionnant. Alors là, on a voulu le montrer une fois par semaine, mais on a également les chiffres par mois, ce qui est un peu moins représentatif. Mais on est près d'1 senior sur 2 qui aide un voisin chaque mois. Donc c'est assez impressionnant de comment ils arrivent. Ils sont des vecteurs de sociabilité, de proximité. Alors ça va être, on va dépanner un voisin pour mettre une tringle à rideau, on va changer une ampoule chez peut-être un voisin qui est un peu moins autonome, on va garder les enfants d'un voisin. Enfin, c'est réceptionner un colis. Réceptionner un colis, c'est 1000 exemples de solidarité, de proximité qu'on a voulu mesurer. Voilà. Oui. Je ne sais pas si je peux intervenir. Bien sûr, bien sûr. À ce moment-là, parce que ça nous évoque un sujet. Pendant des années, on a soutenu les initiatives d'Athanas Périfond qui avait créé la Fête des voisins, puis Voisins solidaires, une association pour permettre des solidarités entre deux fêtes, parce que c'est pas tout de fêter des choses, mais il se passe des choses entre les deux. Et puis, il y a 3 ans, je me suis dit, bon, c'est bien, les solidarités entre voisins, mais est-ce qu'on ne pourrait pas la flécher vers des causes qui nous intéressent? Alors, tous ces menus services sont tout à fait vitaux. Et on s'est dit, pourquoi pas aussi vers des personnes qu'on voudrait aider, et notamment les proches aidants. Donc, on a créé un programme avec Voisins solidaires, Bleu Blanc Zèbre, qui anime des collectifs d'engagement sur le territoire, et Famille solidaire, experte des sujets des aidants, Jean Ruche ayant coécrit l'ouvrage Les aidants pour les nuls, qui est sorti dans sa 2e édition il y a quelques temps. Solidaire des aidants, c'est quoi? C'est de se dire, entre voisins, on peut permettre d'accorder quelques minutes de répit par jour à un aidant. Il y a plein de belles solutions. Il y a un village aidant que j'ai vu tout à l'heure,
d'ailleurs à côté de la CNAV, et il faut qu'il y ait des professionnels qui prennent en charge. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'à travers ce programme, on a voulu montrer que chacun et chacune d'entre nous, on pouvait faire quelque chose. Et de savoir qu'effectivement, il y a parmi les seniors ce réservoir de générosité et autres et d'entraide, c'est hyper important. Il faut peut-être le valoriser et l'encourager parce que, voilà, une fois de plus, c'est formidable de pouvoir prendre une semaine tous les ans ou tous les 2 ans de répit pour se reposer, mais c'est tous les jours que, quand on est proche aidant, on en a besoin. Donc, voilà. Je vais y rebondir là-dessus. Merci beaucoup, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette étude, elle permet de confirmer certaines choses et de promouvoir aussi encore, d'aller encore plus loin sur des sujets comme cela. Le troisième engagement qu'on souhaitait souligner avec vous cet après-midi, c'est l'engagement associatif, où on voit que clairement le tissu associatif global en France repose sur ces seniors, avec 1 senior sur 3 qui s'engage dans une activité associative au moins une fois par mois. Donc là aussi, on voit l'importance et finalement que les seniors sont les piliers de cet écosystème, de cet environnement associatif. Alors, qu'est-ce qu'ils y font ? Du mentorat, de la transmission de savoir professionnel pour 19% d'entre eux. Il y a des engagements aussi financiers, les dons aux associations caritatives, 13% d'entre eux le soutiennent. Et puis l'activité citoyenne, où là, les seniors s'engagent dans tout un tas d'événements, de citoyenneté qui peuvent être d'assesseurs, surveillants d'examen. Enfin, voilà, on retrouve des seniors vraiment très impliqués un peu partout dans cette économie, dans ce système, dans cet écosystème associatif. Donc ça prouve finalement que le monde associatif presque ne peut plus se passer de cette population qui est extrêmement active finalement dans cet environnement. Tristan, vous vouliez... Oui, c'est mon sujet favori. Je disais tout à l'heure qu'on choisissait nos partenaires sur des critères grâce à Silver Valley, mais on ne peut pas leur donner que de l'argent. C'est-à-dire que trouver des belles solutions associatives sur un territoire, mais quand il n'y a pas de force vive, ou encore vive, notamment des bénévoles, ça ne sert pas à grand-chose parce que ça ne fonctionne pas. Donc un des premiers programmes qu'on a voulu mettre en place aussi, un grand programme multi-acteurs, ça s'appelle « S'engager pour bien vieillir ». Alors on avait même fait encore plus subtil, on avait mis « S'engager pour le bien vieillir » parce que comme tout à l'heure, on se dit que c'est formidable qu'ils s'engagent, les seniors, dans des associations pour les jeunes, etc. Mais voilà, nous, égoïstement, notre public, c'est les vieux. Donc, il faut aussi qu'il y ait des volontaires pour eux. Et cet engagement associatif, en plus, une étude très récente que l'Agir Carco a soutenue de la Fabrique Spinoza, c'est démontré scientifiquement. Alors, je ne sais pas comment ils font, ça c'est toujours peut-être les Américains qui ont des bases de données, en plus des vôtres, assez précises. C'est démontré scientifiquement que ça fait du bien. C'est-à-dire que vieillir heureux, le premier levier pour vieillir heureux, c'est marqué dans l'étude, vous pourrez la lire, c'est l'engagement associatif. Donc c'est déjà bien que 33% s'engagent, mais on pourrait atteindre un pourcentage beaucoup plus élevé si on continue à communiquer sur le résultat de vos 2 études. Oui, et puis on peut imaginer que ce chiffre, effectivement, va ne faire qu'augmenter, avec aussi l'aspect, le nombre de seniors qui arrivent, ces baby boomers, donc qui vont être encore, qui vont venir soulever. Et c'est bien ce que souhaite montrer cette étude de manière proactive, d'anticiper sur les sujets et les problématiques aussi que ça peut engendrer. Donc voilà, pour clôturer sur cet engagement des seniors, on voit bien qu'on a des seniors donc, qui sont loin d'être passifs, ils sont très largement partie prenante, vous l'avez vu, sur un panel très large finalement de la cohésion sociale. Ils sont aussi, et c'est important de le souligner, des pionniers sur des modèles qui sont appelés à se généraliser finalement à l'ensemble de la population. On peut prendre comme exemple, on l'a cité, mais les circuits courts, qui est très parlant. Voilà, quand on a des seniors qui sont déjà engagés, et très engagés, 1 sur 2, sur cette dynamique de consommer local, de faire vivre
la proximité, tous les acteurs de proximité, on a, je pense aussi, beaucoup à apprendre de ces comportements, de ces actes d'achat aussi qui sont très nouveaux. Donc voilà, on est très, très clair sur la manière dont on doit s'inspirer finalement de ce que nous apporte cette société des nouveaux seniors aujourd'hui et à l'avenir. On va passer peut-être au deuxième sujet, c'est-à-dire que d'où viennent finalement cette force, cet empowerment des seniors et comment est-ce qu'ils se nourrissent de cela. Je ne vais pas refaire le tracé depuis, mes yeux ne sont pas assez bons, mais depuis l'après-guerre, on ne va pas refaire 50 ans d'histoire, un peu plus, mais juste effectivement pour dire que ces seniors, ils sont particuliers par ce qu'ils ont appris, par ce qu'ils ont vécu, par ce qu'ils ont traversé ces 50 dernières années. Donc on va passer sur les mouvements de forte contestation, de mai 68, d'émancipation, l'accès des femmes au monde du travail. Enfin, il y a une évolution très forte. Et tout ça, des crises aussi sanitaires, politiques, même des crises relativement récentes, comme les attentats, 11 novembre, etc. Et les seniors, ils ont transformé ces épreuves en une force, finalement, et une capacité à s'adapter à des situations particulières et difficiles. Ils ont développé finalement une certaine résilience. Et cette résilience, elle est fondamentale aujourd'hui et ils la finalement transforment au bien vieillir. Ils arrivent à véritablement transformer tout ce vécu, tout ce passé, et donc cette résilience qu'ils ont finalement acquis, ils le transforment dans le destin de leur vieillissement, dans le bien vieillir. Et ça donne un résultat sur leur morale qui est assez parlant. Peut-être, Titouan, si tu peux dire un mot de ce chiffre qui, moi, me plaît. Toi, ton dada, c'était peut-être l'autre. Moi, c'est peut-être celui-là qui m'interpelle le plus. Non, c'est vrai que, alors, évidemment, la plupart des seniors sont autonomes, vivent chez eux. Ce qui est un peu, des fois, le contraire de l'imaginaire collectif que la société renvoie sur ces seniors. Mais globalement, eux, ils se sentent en bonne santé. C'est ça qui est important. C'est un ressenti qu'ils ont, en fait. Et voilà, c'est une question qui est une donnée aussi INSEE, que l'INSEE pose aussi. Donc, c'est pour ça qu'elle est aussi robuste dans la façon d'être posée, et j'insiste là-dessus. Et qu'on a posé aussi à notre panel représentatif, ce qui montre que, voilà, au-delà des fois des incapacités qui naissent aussi au fur et à mesure de l'avancée en âge, globalement, on a un ressenti de plutôt être en forme. Et ça, c'est particulièrement intéressant à noter. Voilà, donc on a des seniors qui ont un moral d'acier. 90% d'entre eux se disent être en bonne santé. Et ça a effectivement un impact aussi sur le fait qu'ils prennent finalement leur destin en main et sont prêts aussi à adapter leur lieu de vie, leur logement. Peut-être là, Christiane. En fait, moi, j'étais en train en écoutant, je me disais qu'il y a quand même un gros décalage entre le ressenti et la réalité. C'est quand même fou, là. C'est comme les températures. Ils se sentent en bonne santé. Puis à côté de ça, on n'arrête pas de se dire que les personnes, certes, vieillissent de plus en plus longtemps, mais en mauvaise santé. Voilà. Donc il y a un problème. et donc je crois qu'il y a aussi, c'est aussi un des intérêts de cette étude-là, c'est de se dire, qu'est-ce qu'il faut faire du coup alors pas pour convaincre les personnes qui sont en mauvaise santé, parce que ça serait contre-productif, puisque on a dit aussi que parce qu'ils se sentent en bonne santé, ils sont confiants, mais peut-être quand même mieux identifier les points faibles des personnes pour les amener à reconnaître ce qui ne va pas
sans que ça soit trop tard. On en revient sur le champ de la prévention, de l'anticipation, et tout le travail qui est fait sur notre champ d'intervention, spécialement des caisses de retraite, sur la prévention avec des ateliers collectifs, des groupes de parole, des autodiagnostics qu'on construit de plus en plus pour aider les personnes à consolider ce ressenti-là. Parce que si, à côté de la question « vous sentez en bonne santé », on leur avait demandé de remplir « suis-je utiliser l'outil Parade », par exemple, que vous avez pu voir sur le collectif de la dénutrition, est-ce que vous mangez bien, est-ce que vous êtes dénutri ou pas? Peut-être que la plupart de ceux qui se sentent en bonne santé, ils sont dénutris. Voilà, il y a des tas d'outillages qu'il faut renforcer en diagnostic de prévention, justement pour aller contre les idées reçues. Sur le logement, je pense qu'on en reparlera tout. On en parle là? Oui, allez-y. Oui, sur le logement, c'est un vrai sujet aussi. C'est que aujourd'hui, on sait tous que le logement, c'est le lieu privilégié, hélas, des chutes. Et donc, il est important d'adapter le logement le plus tôt possible. On dit apparemment que les personnes en ont conscience, au moins la moitié de la population ou a conscience ou a adapté son logement. Par contre, si on va un peu plus loin, on sait qu'ils le font trop tard. Les personnes de 58 ans disent qu'elles veulent adapter leur logement à 65 ans, et puis lorsqu'elles ont 68 ans, elles disent qu'elles vont adapter leur logement à 75 ans. Donc on recule de plus en plus l'âge de la prise de conscience qu'on est nous-mêmes concernés par cette adaptation du logement. Donc il y a un vrai travail là-dessus auquel on veut contribuer, donc avant qu'il soit trop tard. Donc là, c'est encore pour l'assurance retraite, des ateliers de prévention sur l'adaptation du logement, sur une offre de visite d'ergothérapeute pour que les personnes vérifient réellement si leur logement est bien adapté. Et puis ensuite, bien sûr, un lien avec les aides à l'habitat qui sont aujourd'hui au cœur des messages publics. Et forcément, vous avez tous en tête MaPrimeAdapt qui va sortir bientôt. Sauf que MaPrimeAdapt, c'est à partir de 70 ans. Et que nous, on a l'impression qu'il faut commencer beaucoup plus tôt et que donc il faut adapter le logement beaucoup plus tôt. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'il faut faire dans le baromètre? Les personnes disent, ils pensent tout de suite à la baignoire douche. Super, c'est bien. On a déjà coché une case de messages de prévention et ça, c'est important. Mais bon, d'abord, il y a plein de petites choses à faire avant parce qu'on ne chute pas forcément que parce qu'on sort de la baignoire. On peut aussi chuter parce qu'on est monté sur une chaise et que pour attraper la vaisselle qui était trop haut placée. Et donc, il est important pour nous de renforcer, malgré encore une fois ce ressenti plutôt positif et qui nous rassure un peu, renforcer cette offre d'information sur la prévention par tout un outillage auquel on compte sur tous nos partenaires. Et dans ce cadre-là, peut-être parce que ça fera aussi un lien avec Silver Valley, on s'est aussi dit que il y a quand même beaucoup de propriétaires en France, beaucoup de propriétaires dans le parc social, et à ce moment-là, il faut qu'on travaille davantage avec le parc social pour que les logements soient adaptés. Parce que même si un locataire veut faire des travaux chez lui, il ne pourra pas le faire si le propriétaire n'est pas d'accord. Hein. Et donc, il est important aussi de travailler avec le parc social pour que les logements anciens soient adaptés et aussi que maintenant, on sait que les nouveaux seront forcément adaptés, en tout cas inclusifs, pour que toutes les personnes, quel que soit leur âge, puissent être dans des aménagements adaptés. Et on voit le fil rouge de toutes ces actions à mener, malgré un baromètre plutôt confiant. Très bien, merci Christiane pour ces clashs. Peut-être Titouan sur les activités aussi que mènent les seniors. Ouais, alors là, je vais
je vais aussi raccrocher des wagons avec ce que vous évoquiez, Christiane, sur les bailleurs sociaux. C'est vrai que à l'échelle d'un quartier, quand on a de l'habitat collectif, notamment au sein du parc social, les bailleurs sociaux, grâce au soutien de l'assurance retraite Île-de-France, se transforment, se réinventent, innovent pour justement réinventer de la solidarité de proximité en faveur des résidents autonomes. Et là, quand on a vu qu'ils avaient un rôle particulier à jouer, ces fameux seniors, ça vient encore nourrir cette réflexion. Oui, un mot sur en effet, le domicile. Au-delà de l'adaptation du logement, il y a ces activités qu'ils pratiquent et l'importance, du coup, ils s'investissent encore dans leur domicile. Ils avancent en âge, mais ils continuent à être sensibles à avoir tout simplement des fois un beau domicile, un beau jardin. Ce que ça montre vraiment, c'est qu'ils s'investissent pour leur domicile. Ils n'ont pas forcément envie d'y partir. Donc ils continuent à y mettre des ressources. Voilà. Merci. Il y a un autre point aussi sur ce qui nourrit cette bonne santé, c'est l'accès massif au numérique. Christiane, est-ce que je vous redonne la parole? C'est vrai que le sujet de la fracture numérique est très, très porté par les institutions, par l'environnement. Alors peut-être porté institutionnellement parce que, je parle à notre nom à nous, mais on s'est longtemps senti coupables, enfin, nos administrations se sont sentis coupables d'accélérer le numérique et donc de rendre l'offre de services moins accessible, d'où un effort plus grand qui a été apporté pour développer cette connaissance du numérique. Bon, là aussi, les chiffres sont plutôt rassurants. Malgré tout, vous l'avez dit, le panel, c'est à partir de 55 ans. Donc, peut-être qu'il y a peut-être plus de personnes de 55 ans qui ont un usage du numérique que de personnes de 75 ans, certainement. En tout cas, notre responsabilité sur le numérique était tellement ancrée pour nous que nous avons là aussi développé des actions. Alors, encore en Île-de-France, l'assurance retraite a développé des ateliers qui s'appellent Bien sur Internet, qui ont pour vocation à favoriser cet apprentissage. Alors c'est un apprentissage, et ça le baromètre l'illustre bien. On ne va pas convaincre des personnes d'aller à un atelier ou d'utiliser un ordinateur pour aller sur le compte retraite ou pour aller même pour payer les impôts. Pour les convaincre, il faut leur donner envie d'y aller, il faut les faire rêver avec des actions. Et heureusement, aujourd'hui, le numérique est un superbe levier de connaissance, d'apprentissage, et qui répond à ce qui a aussi été confirmé par le baromètre, c'est la curiosité des seniors qui ont envie d'apprendre. Et donc, c'est parce qu'on travaille sur ces leviers-là que le numérique devient un super vecteur de transversalité. Après, c'est vrai que les institutions ont fait aussi de gros efforts par ailleurs pour rapprocher. Il y a toujours du téléphone à côté du numérique. Il y a des moyens d'y accéder, mais on a une responsabilité et apparemment elle est bien comprise. Et aujourd'hui, la fracture numérique devient plus souvent une fracture liée donc soit un manque de curiosité, soit des problèmes techniques. Il y a encore des zones blanches, on le sait. Et ça, c'est un autre sujet sur lequel on a peut-être un peu plus de mal à avoir des réponses immédiates. Qui sont des pistes de réflexion d'ailleurs qu'on va aborder. Juste en complément sur ce sujet, alors c'est vrai que nous on a voulu y aller parce que même s'il y a un fort pourcentage d'utilisateurs, il y en a qui n'utilisent pas du tout. Et comment on fait pour ces personnes-là qui sont souvent aussi dans des situations fragiles, vulnérables, avec un risque d'isolement renforcé par ce qu'on a vécu. Donc du coup, on soutient des partenaires, cette fois-ci, qui font de la détection et du aller vers. Notamment, aller vers, c'est par les jeunes en service civique d'Unicité. Il y en a dans la salle, qui
connaissent ce projet. Voilà. Et par contre, c'est compliqué pour nous parce qu'on se rend compte qu'on a du mal à trouver les bénéficiaires et que du coup, on fait des programmes un peu de grande envergure, mais qui n'ont pas un nombre très important. Mais on se dit que l'action sociale, c'est aussi peut-être fait pour ça. C'est-à-dire peut-être mettre des grands moyens pour quelques personnes qui sont souvent oubliées des autres dispositifs. Et donc, j'espère qu'il y aura un effet d'entraînement là aussi entre seniors, en plus de ce que les jeunes peuvent apporter, pour que le numérique devienne un facteur, alors peut-être pour augmenter les capacités à renseigner nos formulaires un peu diaboliques parfois, mais surtout pour s'intéresser au monde et faire du lien social. Très bien, merci. Pour conclure peut-être cette partie, donc juste on voit bien que finalement cet empowerment, ce moral d'acier, cette bonne santé, on voit qu'une fois que les seniors sont confrontés à leur propre vieillissement, eh bien, ils mettent clairement en place les mêmes capacités d'adaptation qu'ils ont eues au travers ces dernières années dans des dynamiques qui sont, et on le voit parfois, très pionnières. L'étude, on va passer... L'étude, voilà, est là aussi pour révéler quels peuvent être les signaux faibles finalement de cette société du vieillissement. Quelles sont les pistes de réflexion que suggère l'étude? On a voulu là vous montrer quelques pistes de réflexion. Je voudrais aussi souligner que là, on vous montre quelques chiffres qui sont des chiffres publics, mais l'étude est très très riche, va beaucoup plus loin. Il y a beaucoup plus de données qu'on sera amené tout au long des prochaines semaines, des prochains mois à délivrer au cours de conférences, d'études, enfin de débats effectivement qu'on pourrait mener. Là, c'est une restitution. On a choisi des éléments qui nous semblaient essentiels à vous passer, mais voilà, l'étude va bien au-delà. C'est pour ça qu'on s'arrête sur 3-4 pistes de réflexion, mais il y a bien d'autres enseignements sur lesquels on pourrait aussi intervenir. La première chose sur les pistes de réflexion, c'est, j'en ai un tout petit peu parlé, c'est cet engagement aussi sur la transmission. Mais on voit quand même qu'il y a 2 seniors sur 10 qui... seulement, j'ai envie de dire, 2 seniors sur 10 qui le font une fois par mois. Et donc, on sent véritablement une vraie gabegie des savoirs qui se fait au détriment des sociétés, des entreprises de manière générale, et puis aussi des jeunes et des moins expérimentés. Donc, il y a un vrai sujet, on pense là-dessus, de réflexion autour du mentorat notamment, qui nous semble important de souligner. Les seniors, qui sont des seniors encore actifs, qui ont envie de transmettre. On pense que c'est important d'aller plus loin dans cette dynamique et peut-être aussi sur des sujets qui viendraient renforcer la performance de l'entreprise ou même quand on peut aller sur des sujets RSE par exemple. Oui, je voudrais rebondir parce que ça rejoint un peu ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure. On parle de mentorat, de coaching. Il y a un peu ce qui peut se faire pour des seniors en activité. Bon, ça, c'est un vrai sujet de tuilage pour des seniors en fin d'activité. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un sujet à l'ordre du jour. Mais c'est aussi une belle réponse pour les personnes qui sont déjà passées à la retraite. Donc, c'est vrai que ça fait partie des startups qu'on avait pu identifier sur ce sujet-là qui peuvent mobiliser des retraités experts en capacité de continuer à accompagner ou des personnes ou des sociétés, ça marche ou pas. C'est-à-dire que, bon, par exemple, Cockpit vient de s'arrêter, hein, mais pour des raisons, on va dire, qui sont peut-être liées à un impact Covid qui a pu jouer. En tout cas, il y a un besoin réel de passer la main et de témoigner. Et c'est là où il faut peut-être aussi le dire, pas forcément gratuitement. Hein. On a parlé du bénévolat. Ouais. Mais il ne faut pas avoir peur de dire que des retraités veulent aussi être utiles et puis malgré tout continuer à recevoir
une rémunération qui certes n'aura pas la même importance que lorsqu'ils étaient actifs, mais voilà, il ne faut pas avoir peur non plus de cette volonté-là de participer autrement. Alors, oui, Christiane, du coup, merci pour ces précisions. Vous laissez aussi la parole, mais il faut qu'on accélère, je crois, un tout petit peu parce qu'on doit après libérer la salle. Mais la deuxième piste de réflexion, c'est, on en a bien parlé déjà, c'est l'accès au numérique. Il y a quand même 11% des seniors interrogés qui n'ont pas accès de manière personnelle à Internet et dont près d'1 sur 2 parce qu'ils ne maîtrisent pas ou ne sont pas intéressés par le sujet. Donc là aussi, il y a quand même des dispositifs à inventer. Là, on est plutôt dans le mentoring, peut-être même inversé. Comment est-ce qu'on peut venir aider? Peut-être, Christiane, un mot sur ce sujet. Là, très rapidement, parce que j'ai compris que j'avais trop parlé. Non, mais on a entendu qu'il fallait donner envie aux personnes. Hein. Donc, c'est la notion de curiosité. Et il faut des offres de services qui sont liées à un besoin particulier. Enfin, moi, je ne dirais pas plus. Parfait. 2 derniers points. Rapidement, il y en a un, c'est tout ce qui va être autour de l'amélioration des transports et de la mobilité, pour améliorer aussi cet engagement qu'ils ont. On voit que les villes se transforment. Hein. Là, pour aussi une transition qui est la transition démographique, mais aussi la transition écologique, environnementale. Donc, nos villes s'adaptent aussi à tous ces sujets. Mais nous, on veut attirer l'attention, et c'est clairement la piste de réflexion là qu'on propose, qui est de dire attention à ces sociétés, ces villes, ces sociétés qui évoluent, et finalement qui ne prendraient pas en compte la place des seniors et la mobilité des seniors, qui est extrêmement important sur ce lien aussi social, cette connexion qu'ils doivent avoir avec la cité. Donc finalement, on ne voudrait pas arriver à des sociétés, à des villes qui ne sont pas inclusives, qui ne prendraient pas en compte le déplacement, la mobilité des seniors. C'est bien si on a des pistes cyclables, des trottinettes électriques, des monocycles, mais quid des seniors et finalement aussi de la remise en cause de la marchabilité. C'est-à-dire que quand je marche dans la ville, dans mes rues, demain, je peux être confronté à tout ce qui se passe, qui va très vite autour de moi. Et si on ne fait pas attention à ça, on peut aussi clairement on doit être en difficulté dans mes déplacements. Donc, c'est un sujet sur lequel on veut souligner dans cette étude. Là, juste un mot là-dessus, parce qu'effectivement, si ça peut être entendu et être un vecteur des politiques publiques, c'est formidable. Mais d'une manière plus immédiate, revenir à cette distinction entre ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est le logement, et l'habitat. Parce qu'un super logement adapté au 6e étage, sans ascenseur, et dans un quartier où il n'y a pas de trottoir et où les magasins sont loin, ça ne sert à rien. Donc ça fait aussi partie de cette dynamique de sensibilisation le plus tôt possible, du passage à la retraite ou autre, pour que les personnes se posent ces questions-là. Est-ce que je suis au bon endroit? Parce que je peux avoir un super logement ailleurs, peut-être, en attendant que la ville se transforme. Voilà, donc ça fait partie des points à prendre en compte, je crois. Exactement. Merci, Christiane. Et pour terminer, on a vu que effectivement ces seniors prenaient leur vie en main, leur vieillissement étaient proactifs sur ces sujets-là. Beaucoup d'entre eux ont épargné, ont préparé, effectivement, commencent à réfléchir à l'adaptation du logement. Mais il y a quand même des pistes d'amélioration sur le financement de cette avancée en âge. On a 54% des seniors qui n'ont pas épargné pour leur financement. Pour financer cette avancée en âge, et donc là, tout ce qui va être lié autour des dépendances, des pertes d'autonomie. Et donc là, la piste de réflexion qu'on tourne autour du fait que les seniors sont finalement pauvres en liquidité, mais plutôt assez riches en patrimoine. Donc il y a des choses aussi là à creuser, à inventer. Alors il y a déjà des nouvelles formes, par exemple, de viager pour encourager à transformer ce patrimoine en capacité de financement. Donc on incite aussi peut-être à regarder ce qui peut être autour d'adaptation avec des déductions fiscales. Il y a plein de pistes à explorer pour aider ces seniors à penser
le financement de leur dépendance. Voilà des pistes et des signaux faibles finalement que l'étude montre aujourd'hui. Je crois qu'il est temps de conclure. Merci beaucoup de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a encore, je vois là, on a encore quelques minutes s'il y a quelques questions. Je vais laisser mon micro. Hop. Oui, bonjour, Frédéric Sintra, Assurantiel. Une question par rapport à la population que vous avez étudiée, puisqu'on est de 55 ans à je ne sais combien. En fait, on a 2 générations. Vous partez de Sophie Marceau à Aline Renaud. Donc, à partir de là, les conclusions sont-elles les mêmes d'une génération à l'autre? Je vais répondre du coup sur ces aspects techniques. En effet, il y a une certaine granularité qui est notamment sur la fracture numérique et sur l'adaptation du logement qui est évidente. Nous, cette étude, on l'a voulu aussi représentative sur les générations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 90% des personnes contre 55 et 60 et 5% qui a entre 60 et 85. Donc ces chiffres-là montrent ça. Mais en effet, et on pouvait pas tout montrer, on pouvait pas tout montrer en 1 heure, que en effet il y a une granularité qui est importante sur des chiffres en fonction de l'âge, ça c'est évident. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce que le contexte économique et le ressenti qu'on peut en avoir témoignent effectivement de contraintes, voire d'un ressenti d'appauvrissement? Parce qu'à part le dernier item sur fait de l'épargne pour adapter mon logement, le contexte économique ne ressort pas particulièrement. Je vais répondre également. Évidemment, le contexte économique joue dans la capacité d'épargne d'une personne. Néanmoins, ce qu'on voulait souligner, c'était qu'il y a cette conscience du vieillissement, cette conscience que voilà, peut-être pas tout ne peut être pris en compte, pris en charge par les pouvoirs publics ou les institutions, et qu'il y avait besoin aussi de cette capacité aussi d'anticipation. Évidemment, on a bien conscience que tout le monde n'a pas cette capacité d'épargne, et c'est pour ça qu'on a souligné l'importance d'offrir des moyens aussi différents d'investir cette avancée en âge, c'est-à-dire concrètement liquéfier le patrimoine. On a 74% des personnes qui sont propriétaires de leur logement. L'autre partie, pour 13% d'entre eux, sont dans le parc social, donc ont accès aussi à des dispositifs de solidarité. Donc ces personnes-là ne sont pas finalement oubliées de l'adaptation du logement, parce qu'il y a les soutiens de la CNAV, il y a les soutiens de l'APA pour d'autres. Et donc, finalement, pour ceux qui ont du patrimoine, ils ont possibilité de le liquéfier s'ils n'ont pas accès aux dispositifs de solidarité par minima, sont au-dessus des minima sociaux concrètement. Et pour ceux qui sont j'ai perdu le fil, qui sont au-dessus des minima sociaux, il y a cette capacité à liquéfier le patrimoine. Pour les autres, ils ont accès à des dispositifs de solidarité gouvernementaux, des institutions qui leur permettent de financer cette avancée en âge. L'enjeu, c'est que les 317 000 € de patrimoine brut moyen des sexagénaires soient corrects, puissent être aussi utilisés et mis à profit pour financer cette avancée en âge. Alors, dernière question, parce que je crois qu'il y a une autre conférence derrière. Non, en fait, je voulais savoir si on aura accès à l'étude et si Oui. Je reprends juste en 10 secondes. En effet, cette étude, alors là, c'est vraiment aujourd'hui qu'on la dévoile. Hein. Mais en effet, ces résultats qu'on nous a présentés seront rendus publics, seront disponibles du coup sur le site de Silver Valley. Et là, vous avez 20% de toute l'étude finalement. On n'avait pas le temps de tout vous présenter. Et ce sont les chiffres qui seront rendus publics en effet. Merci beaucoup à toutes et à tous et bonne fin de journée.